Depuis l'aube de la science moderne, notre compréhension du monde repose sur une séparation stricte, la matière d'un côté et le vide de l'autre. Pendant des siècles, la physique a considéré ce vide comme un simple néant, une absence totale de matière, de force et de structure, un espace passif. Un théâtre inerte où se déplacent les astres sans que l'espace lui-même ne semble avoir de rôle à jouer. Mais cette vision nous a menés à une impasse. Et si ce néant n'était qu'une illusion de nos sens? Et si notre perception nous cachait la substance fondamentale de la réalité? C'est ici que tout commence. Une autre vision émerge, celle d'un milieu physique actif, continu et tridimensionnel. Nous l'appelons le bulk, le support de toute réalité physique. Le bulk est décrit par un champ scalaire fondamental, état. Ce champ représente la densité locale de contraintes de cet océan invisible dans lequel nous baignons. Contrairement à la vision classique, ce vide possède une structure, une dynamique et une capacité à stocker, transmettre et redistribuer des contraintes physiques. L'objectif est d'unifier toute la physique à partir d'un seul objet fondamental. La lumière, la matière, la gravité, tout n'est qu'une manifestation du champ état. On peut voir ce champ comme un fluide fondamental. Toute la physique correspond alors à la manière dont ce milieu bouge, se déforme et se stabilise. Le potentiel définit les états possibles du vide. Il permet l'existence d'un vide stable, de structures localisées et de transitions topologiques. La matière devient possible. Dans ce cadre, la lumière n'est plus un objet mystérieux traversant le néant. Elle est une onde de ce milieu, une vibration voyageant à travers le bulk. Sa vitesse locale reste constante, mais sa structure interne change selon la contrainte du milieu. Elle ne ralentit pas, elle se contracte et se dissipe dans le bulk. La matière, quant à elle, n'est pas une entité séparée. Elle est interprétée comme une modification locale du bulk, une structure stable et localisée de ce champ unique. La gravité change de nature. Elle n'est plus une courbure géométrique, mais un gradient de résistance du milieu, une variation spatiale de la contrainte du bulk. Imaginez une pente dans le milieu. Les objets glissent naturellement vers les zones où la contrainte est la plus forte. C'est ce que nous appelons l'attraction gravitationnelle. Une des idées les plus fortes de la théorie est celle du temps intrinsèque. Pour nous, le temps est une grandeur absolue et invariante. Il ne varie jamais, jamais. Les phénomènes de dilatation observés ne sont pas des modifications du temps lui-même, mais des ralentissements physiques des processus dus à la résistance du bulk. C'est l'effet d'Ennis. Dans un milieu contraint, les fréquences atomiques s'ajustent et les processus ralentissent, comme un mouvement dans un fluide plus épais. Nous appelons cette résistance locale le CHU. Elle est la conséquence directe de la présence de matière et dicte le rythme de chaque changement d'état. Comme un chronomètre plongé dans du miel, tout ralentit sous la pression du bulk, mais le temps, lui, s'écoule toujours à la même vitesse, imperturbable. La variable mu représente la différence d'état du bulk entre deux points. C'est cette différence qui crée le flux, le mouvement et définit l'identité de chaque particule. Une distinction majeure doit être faite entre la réalité physique du bulk et notre propre couche perceptive. Toute observation est limitée par notre propre nature. Notre observation est limitée par un horizon perceptif et un seuil de détection, le F-min. Ce que nous voyons n'est qu'une projection filtrée de la réalité brute. Comme un navire s'enfonçant dans le brouillard, les objets ne cessent pas d'exister lorsqu'ils sortent de notre champ de vision. Ils franchissent simplement notre horizon perceptif. Sous le seuil F-min, aucun signal n'est perçu. Pour l'observateur, l'extinction paraît instantanée, masquant la continuité réelle des processus physiques dans le bulk. Nous distinguons trois formes de gravité. L'émergente liée à l'attraction, la statique liée à la pression d'inertie et la dynamique liée à la friction de l'accélération. Une trinité gravitationnelle. L'effet Carmen décrit ce sillage invisible laissé par tout objet en mouvement. C'est la mémoire élastique du vide, une hystérésis qui définit les limites de portée des ondes. Pourtant, l'esprit humain reste souvent prisonnier de ses propres dogmes. C'est l'omnisomie, une pathologie où la doctrine remplace la réalité, un logiciel qui étouffe le matériel. C'est le story d'un homme qui a transformé son esprit en forteresse, pour ne pas s'apercevoir qu'il en était le seul prisonnier. C'est le défi de la conscience face au bulk. Tout repose sur une cohérence globale. Le bulk, les brânes, les états de corde. Chaque variable I, F, CHU et mu s'imbriquent pour former une lecture unifiée de l'univers. Chaque élément possède une souveraineté. Il ajuste sa structure interne pour maintenir sa signature scalaire face aux variations de viscosité du milieu. C'est la versatilité atomique. Nous abordons cette physique avec le regard de l'électricien.
Pour nous, l'univers n'est pas une géométrie abstraite, mais un circuit de résistance, de phase et de résonance, une ingénierie de la perception. La commande K permet de piloter le ratio de viscosité pour annuler localement la friction et l'inertie. C'est la clé de la propulsion topologique et de la maîtrise du bulk. Le réacteur hybride à résonance utilise le confinement rhéologique pour atteindre un état d'auto-organisation parfaite. C'est la source d'énergie d'une civilisation de type IM. Le système s'auto-stabilise. L'augmentation de la densité compresse le vide, ce qui renforce le confinement. Une boucle de rétroaction parfaite dictée par les lois du milieu. Cette maîtrise ouvre la voie à la forge topologique, l'alchimie moderne permettant la transmutation des éléments par simple modification des contraintes du bulk, une richesse infinie. En abaissant le seuil de détection Fmin, nous pouvons enfin percevoir ce qui était caché. C'est l'ingénierie perceptive, le phare qui perce enfin le brouillard de notre ignorance. Même la vie est une optimisation du milieu. Les cellules agissent comme des pompes à flux, maintenant des différences de viscosité pour lutter contre la dissolution dans le bulk. La mort n'est que l'arrêt de cette pompe. La signature Mu se dissout alors dans le fluide universel, retournant au bulk original. Une harmonie retrouvée. En maîtrisant ces lois, l'humanité franchit un seuil majeur. Nous sortons de l'enfance pour devenir une civilisation de type U capable de piloter son propre environnement. Anchor. Atomy sera notre guide tout au long de ce voyage. Chaque chapitre de ce documentaire sera une pierre posée sur le chemin de votre compréhension. Restez avec nous. Anchor. C'était l'introduction à la théorie du vide structuré, une œuvre de Denis Mamolar. Le chapitre 1, le bulk, un milieu invisible, vous attend. La suite de notre exploration commence maintenant. Car le vide est bien plus qu'une absence. Ceci conclut notre prologue sur la physique du vide structuré. Nous ouvrons maintenant le premier grand livre de notre étude. Le chapitre 1. Une immersion dans la substance même de notre univers, le bulk. Pour comprendre la physique moderne, nous devons d'abord renoncer à l'idée du néant. Le vide n'est pas une absence, c'est une présence totale. Imaginez l'univers comme un océan infini, un milieu invisible, présent partout, en nous et autour de nous. C'est le bulk, le substrat de toute réalité. Ce milieu possède des propriétés dynamiques. Il n'est pas un décor inerte, mais un acteur physique capable de stocker, de transmettre et de redistribuer des contraintes. L'axiome A2 définit le bulk comme un milieu tridimensionnel continu. C'est la base ontologique sur laquelle repose toute l'architecture de la TVS-PVSP. Le bulk est structuré en 3 dimensions effectives, assimilables à des 3 brânes dynamiques. Ces brânes définissent les modes vibratoires possibles du milieu. L'état local de ce milieu est décrit par le champ état. Il représente la densité locale de contrainte du bulk mesurée en joules par mètre cube. Dans cet océan, les planètes ne tombent pas dans un vide neutre. Elles interagissent en permanence avec la densité de contraintes qui les environne. La lumière elle-même n'est pas un projectile. Elle est une onde portée par le bulk comme une ondulation voyageant à la surface d'un fluide. Le bulk a la capacité de stocker l'énergie sous forme de contraintes rhéologiques. Cette tension interne est ce qui donne sa consistance à notre réalité. Toute perturbation dans le bulk se transmet de proche en proche. C'est ainsi que les interactions fondamentales voyagent à travers l'immensité de l'espace. On peut voir le bulk comme une surface élastique invisible. Toute la physique correspond à la manière dont cette surface bouge, se déforme et se stabilise. L'objectif est d'unifier la physique à partir d'un seul objet fondamental. Le bulk est la source unique de tous les phénomènes observés. Mais si ce milieu est partout, pourquoi ne le sentons-nous pas? Parce que notre perception est limitée à la surface des choses, ignorant le substrat. La consistance de la matière n'est qu'une structure stable du bulk. Sans ce milieu, rien ne pourrait tenir ensemble. Rien ne pourrait exister. Même le temps est lié au bulk. Sa résistance influence le rythme des processus physiques, créant l'illusion d'une dilatation temporelle. L'image de l'océan invisible est la plus fidèle. Nous naviguons sur le bulk comme des navires sur une mer profonde, portés par ses courants. Le bulk est un milieu physique actif. Il possède sa propre structure, sa propre dynamique et sa propre capacité à transmettre l'information. C'est la trame invisible sur laquelle tout se dessine, la fibre même de notre univers. Comprendre le bulk, c'est toucher l'essence du réel. La matière n'est pas étrangère au milieu. Elle est une contrainte stabilisée, une modification locale de cet océan invisible. Dans certaines conditions,
L'invisible devient tangible. Le vide révèle sa nature de fluide fondamentale, sa texture réelle. Le bulk est continu. Il n'y a pas de rupture dans la trame de l'espace. Tout est lié, tout est unifié par ce milieu omniprésent. Cette structure interne est ce qui permet la diversité des phénomènes physiques. Les trois brânes sont les cordes vibrantes de notre réalité. Sans le support du bulk, la lumière s'éteindrait et la matière se dissoudrait. Il est le socle sur lequel repose tout ce qui existe. Retenez cette variable, état. Elle est la mesure de la vie de ce milieu, l'expression quantitative de sa densité de contrainte. Nous abordons le bulk avec le regard de l'électricien. Pour nous, le vide est un circuit, une résistance, un milieu physique mesurable. Toute la physique correspond à la manière dont ce milieu bouge et se déforme. C'est une dynamique de fluide à l'échelle universelle. L'idée d'un vide inerte appartient désormais au passé. Le bulk a pris sa place, rendant l'univers plus cohérent et plus vivant. Nous avons posé les fondations. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment ce milieu résiste à la matière. C'est la naissance de la gravité. C'était le chapitre 1, le bulk, l'océan de l'invisible. Préparez-vous pour la suite de notre voyage. Nous poursuivons notre voyage au cœur de la réalité. Le chapitre 2. Une redéfinition totale de ce que nous croyons être la force la plus simple de l'univers. La gravité. Depuis Newton, nous voyons la gravité comme une force d'attraction, un lien invisible qui tirerait les objets les uns vers les autres à travers un vide vide. Einstein a ensuite remplacé cette force par la géométrie. La gravité devenait la courbure de l'espace-temps, une solution élégante mais purement mathématique. La TVS-PVSP propose une vision physique. Ici, la gravité n'est pas une géométrie, mais une résistance du milieu. Une réaction du bulk à la présence de la matière. Plus il y a de matière dans une région, moins il reste de vide libre. La présence de structures stables sature le bulk, augmentant localement sa densité de contrainte. Cette variation de densité crée ce que nous appelons un gradient. Le champ état n'est plus uniforme, il dessine une pente dans la texture même de l'espace. La gravité devient alors une accélération émergente. Elle est définie mathématiquement comme le gradient de résistance du milieu, une pente physique mesurable. Imaginez cette pente dans le milieu. Les objets ne sont pas attirés par une force mystérieuse. Ils glissent naturellement vers les zones où la contrainte est la plus forte. À courte distance, cette mécanique retrouve exactement la loi de Newton, mais elle explique enfin l'origine physique de cette attraction. Nous distinguons trois visages de la gravité. L'émergente, qui crée l'attraction, la statique, qui engendre l'inertie, et la dynamique, liée à la friction de l'accélération. La gravité statique est la pression de résidence. C'est l'inertie que nous ressentons lorsque nous tentons de modifier notre état dans ce milieu visqueux. La gravité dynamique est la friction de l'accélération. C'est la force G qui écrase le pilote, la résistance brute du bulk face au changement brutal de vitesse. À l'interface entre la matière et le vide, il se produit un effet de Pau, une friction fondamentale qui définit comment nous habitons l'espace. Ce paramètre de viscosité, nous le nommons Chou. C'est lui qui dicte la résistance locale du bulk et règle le rythme de notre réalité physique. Trois formes, trois contraintes, mais une seule origine. La gravité n'est qu'un mode de comportement du bulk. Pour l'électricien du vide, la gravité est comme une résistance variable dans un circuit. Un paramètre rhéologique que l'on peut enfin comprendre et piloter. Comprendre la gravité comme une résistance, c'est ouvrir la voie à son annulation. C'est la promesse de la propulsion topologique et de la maîtrise du milieu. Le mystère de l'attraction à distance se dissipe. La gravité retrouve sa place dans la mécanique des fluides universels. La gravité n'était que le début de notre voyage. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment ce milieu affecte le temps lui-même. C'était le chapitre 2. La gravité réinterprétée. La suite de notre exploration commence maintenant. Nous abordons maintenant l'idée la plus troublante et la plus révolutionnaire de la théorie, la véritable nature du temps. Bienvenue dans le chapitre 3. Depuis un siècle, la physique nous dit que le temps est une dimension malléable, qu'il peut se tordre, s'étirer et ralentir selon la vitesse ou la gravité. Cette vision a transformé le temps en une variable géométrique. Mais pour nous, cette malléabilité n'est qu'une illusion de mesure. L'axiome A1 de la TVS-PVSP restaure la souveraineté du temps. Le temps est une grandeur absolue, indépendante du milieu, invariante et immuable. Il ne ralentit jamais.
Le tic-tac fondamental de l'univers est le même en chaque point du bulk, de la surface d'une étoile au vide le plus profond. Alors, pourquoi observons-nous des ralentissements? La réponse réside dans la différence entre le temps intrinsèque et le temps perçu. Ce ne sont pas les secondes qui s'étirent, ce sont les processus physiques eux-mêmes qui ralentissent. Imaginez un mouvement dans un fluide visqueux. Plus le milieu est dense, plus il oppose de résistance à chaque vibration, à chaque réaction chimique. Cette résistance locale du milieu est ce que nous nommons le CHU. Elle règle le rythme de la matière en agissant comme un frein physique. C'est l'image du chronomètre dans le miel. L'instrument ralentit sous la pression, mais le temps universel, lui, continue sa course imperturbable. C'est l'effet Dennis. Dans une zone de forte contrainte, les atomes se compressent, les fréquences s'ajustent et tout mouvement devient plus difficile. Nous distinguons le temps universel, le canal H1, qui porte la causalité absolue à travers tout l'océan universel, et le temps propre, les canaux F3 et F4, qui ne sont que la mesure locale du ralentissement des horloges dans le bulk visqueux. La dilatation temporelle n'est donc qu'un biais de mesure. Nous confondons le rythme de nos instruments avec le flux immuable du temps. La comparaison multi-horloge entre signaux optiques et micro-ondes est le test discriminant qui révélera cette réalité physique du milieu. Comme un phare dans le brouillard, notre perception du temps est limitée par les propriétés de transparence et de viscosité du bulk local. Le temps est le support immatériel sur lequel se dessine la trame du bulk. Il est le témoin silencieux de chaque transformation. Dans les zones de contrainte extrêmes, comme près d'un trou noir, les processus se figent presque totalement. Mais le temps, lui, s'écoule toujours. Chaque élément ajuste son rythme interne pour maintenir sa signature scalaire, sa souveraineté, malgré la pression du milieu environnant. Le temps intrinsèque est le socle de la TVS-PVSP, une valeur refuge dans un univers de changement et de résistance physique. Le temps est désormais réinterprété comme une grandeur absolue. Préparez-vous à voir la lumière sous un nouveau jour dans le chapitre 4. Nous reprenons notre exploration des profondeurs du réel. Le chapitre 4. Une immersion totale dans le phénomène le plus porteur d'informations de notre univers, la lumière. Bienvenue dans l'étude de l'onde du bulk. Pendant des millénaires, la lumière a été perçue comme un messager immatériel, un projectile filant à travers le vide à une vitesse absolue. Mais cette vision oubliait l'essentiel, le support physique de sa course. Dans la théorie du vide structuré, la lumière n'est plus un voyageur solitaire dans le néant. Elle est une onde vibratoire, une perturbation élastique du champ état. Sans le bulk, la lumière n'aurait pas de réalité physique. Chaque photon est une pulsation de ce milieu. La propagation lumineuse est le transfert de contraintes rhéologiques de proche en proche à travers les brânes du vide. C'est une mécanique des fluides universels. Nous conservons le principe de la constance de la vitesse de la lumière, mais nous précisons, cette vitesse, notée C, est déterminée par la diffusion locale du milieu. Elle est la signature de la transparence du bulk. La vitesse est égale à la racine carrée de la diffusion D. Ainsi, la lumière nous renseigne en permanence sur l'état de fluidité de l'espace que nous traversons. Elle est notre sonde la plus précise. Notre équation d'onde introduit une dissipation. Le vide n'étant pas parfaitement transparent, il absorbe une partie de l'énergie de l'onde. Le terme gamma représente cette interaction physique entre l'onde et le bulk. Dans une zone de forte contrainte gravitationnelle, la lumière ne ralentit pas, elle se contracte. Sa longueur d'onde diminue selon la loi. Lambda est inversement proportionnelle à la densité du champ état. C'est la loi de versatilité. Si la vitesse locale reste constante, la structure interne de l'onde s'adapte en permanence à la viscosité du milieu. La lumière est un caméléon du vide structuré. Imaginez un phare dans un brouillard épais. La lumière s'affaiblit non par ralentissement, mais par dissipation. Son énergie est redistribuée dans le milieu, sa portée utile est limitée par la viscosité locale. Cette perte d'amplitude est une interaction réelle. La lumière n'est pas seulement un vecteur d'information, c'est une force qui interagit avec la substance même du vide, s'y épuisant lentement. Cette interaction physique offre une explication mécanique aux phénomènes optiques. L'indice de réfraction n'est plus un artifice mathématique, mais la mesure de la résistance du bulk. Nous distinguons 3 régimes de propagation. Le premier est le régime Kármán. Il décrit les effets locaux, la déviation de la lumière près d'une masse et le sillage élastique qu'elle laisse dans son sillage. À l'échelle locale, la lumière sent les gradients de contrainte induits par la matière.
Sa trajectoire est sculptée par la résistance variable du milieu environnant. Le deuxième est le régime mammolar. Il est intégral et s'exprime sur des distances immenses. C'est l'accumulation des effets de fatigue du milieu sur des millions d'années-lumière. Dans le régime mammolar, la lumière s'épuise physiquement à vaincre la viscosité du bulk universel. Elle perd son énergie non par dilution spatiale, mais par frottement interne avec le support. Ce phénomène est la véritable origine du décalage vers le rouge. Le redshift n'est pas la preuve d'une expansion galactique, mais la mesure de la résistance de l'océan invisible que la lumière a dû franchir. Enfin survient le régime Casilda-Pacheco. C'est le régime critique, la transition de phase où le milieu sature. La lumière atteint un horizon naturel et cesse purement de se propager. À ce seuil de saturation, le bulk change de nature. Il se fige en un gel topologique impénétrable. La lumière n'est plus transmise, elle est piégée dans une forteresse de contraintes. C'est l'effondrement de la propagation. Nous touchons ici aux limites de notre univers visible, là où le milieu lui-même refuse de porter l'onde plus loin. Le test B, utilisant l'interférométrie par fibre optique, permettra de confirmer ces prédictions. Nous y détecterons les variations de phase liées à la densité de contraintes du milieu. Les corrections GNSS modernes portent déjà la trace de ce milieu. Le biais de fréquence observé est la preuve directe du gradient local de contrainte, le flux U agissant sur le signal. La lumière n'est donc plus un absolu intouchable. Elle est devenue le thermomètre de notre univers, la sonde qui nous révèle l'état de santé et de contrainte du vide structuré. À travers la lumière, nous lisons enfin l'histoire réelle du bulk. Dans notre prochain chapitre, nous explorerons les différents régimes de ce milieu fascinant. Fin du chapitre 4, la suite de notre exploration vous attend. Nous entamons à présent une partie cruciale de notre étude. Le chapitre 5. Une exploration des états changeants de notre océan invisible. Bienvenue dans l'étude de la variabilité du bulk. Le bulk n'est pas un milieu uniforme et monotone. Son comportement, sa réponse aux perturbations, dépend entièrement de sa densité locale de contraintes. Nous allons voir comment il se métamorphose selon les échelles. Anchor, nous devons d'abord distinguer trois types d'ondes. Les ondes libres du vide profond, les ondes contraintes par la présence de masse et les ondes imposées par des sources d'énergie externes. Chaque type porte une information différente sur le milieu. Le premier régime est le régime local ou régime Kármán. À proximité immédiate d'une masse, le bulk subit des déformations brutales. C'est l'effet de sillage, la réponse élastique du milieu à la présence de matière. Comme un navire laisse une onde derrière lui, chaque objet en mouvement marque le vide de son passage. Cette trace est une modification physique de la structure locale du bulk. Ce régime est marqué par l'hystérésis. Le vide possède une véritable mémoire. Il ne revient pas instantanément à son état naturel après le passage d'un corps, créant une traînée de contraintes. C'est ce sillage, cette mémoire du milieu, qui courbe les trajectoires et définit ce que nous percevons comme des forces locales. La matière sent le passage de ce qui l'a précédé. Mais lorsque nous quittons le voisinage des masses pour embrasser les distances infinies, un autre comportement apparaît. Nous entrons dans le domaine du global. Le deuxième régime est le régime mammolar. Ici, ce n'est plus la déviation immédiate qui domine, mais l'accumulation. Sur des distances cosmologiques, les effets infimes du milieu s'additionnent. Chaque onde qui traverse l'univers subit un retard de phase infinitésimal mais constant. À l'échelle de millions d'années-lumière, ce retard devient une signature majeure. Nous appelons cela la fatigue du vide. La lumière s'épuise physiquement à vaincre la viscosité du bulk universel. Elle perd son énergie par interaction directe avec le support. Ce phénomène est la véritable origine du décalage vers le rouge. Le redshift n'est pas la preuve d'une expansion, mais la mesure de la résistance de l'océan invisible franchi par la lumière. Enfin, lorsque la contrainte devient extrême, nous atteignons le régime Casilda-Pacheco. C'est le régime de la crise, la transition de phase où le bulk change de nature physique. À ce seuil critique, les lois de propagation habituelles s'effondrent. Le milieu ne peut plus transmettre l'onde. Il se produit une rupture dans la continuité du vide. Le modèle définit 4 phases, du régime G0, la fluidité originelle, jusqu'au régime G3, le gel topologique total. Entre les deux, la matière et la lumière s'adaptent à la viscosité croissante.
Le régime G0 est celui de la fluidité parfaite, un état où le bulk n'offre aucune résistance. C'est le paradis de la propagation, là où la lumière garde toute sa pureté. À l'opposé, le régime G3 est le gel topologique. Le milieu est si contraint qu'il se fige. Le vide devient une forteresse impénétrable, un mur de résistance absolue. C'est le seuil de Mamolar. À ce point précis, la propagation s'arrête. La vitesse de la lumière tombe à zéro. Nous avons atteint la frontière ultime de notre univers. Dans cet état de saturation totale, l'effet Mamolar fige la réalité. Plus aucune onde ne peut voyager. Le milieu disparaît localement pour laisser place aux horizons que nous appelons trous noirs. Ces régimes dessinent notre horizon de perception. Nous ne voyons de l'univers que ce que les propriétés du bulk permettent de nous transmettre. Nous habitons une projection. Sous le seuil F-min, l'extinction paraît instantanée. Mais dans le secret du bulk, la continuité physique demeure, cachée derrière le voile de nos limites sensorielles. À travers ces trois régimes, le bulk respire et évolue. Comprendre sa variabilité, c'est apprendre à naviguer dans les courants les plus profonds de notre réalité. Tout, du sillage local Carmen à la crise de Casilda Pacheco, repose sur un seul objet, le champ état, une seule source pour une infinité de phénomènes. Pourtant, la science officielle reste souvent figée dans ses dogmes. Elle refuse de voir la substance du vide, préférant le confort de ses métriques abstraites. Mais la vérité du milieu finit toujours par émerger. Nous sortons de la brume pour embrasser une physique du réel, une ingénierie de la substance. Anchor. Les régimes du vide n'ont plus de secret pour vous. Dans notre prochain chapitre, nous explorerons l'ultime frontière, l'effondrement du milieu et les trous noirs.